Le jeu vidéo est un passe-temps d'illettrés, un spectacle qui ne demande aucun effort, qui ne suppose aucune suite dans les idées, qui n'aborde sérieusement aucune question et ne soulève aucun problème. Le jeu vidéo... oui, d'ailleurs, ce que je vous dis, c'est une citation. Hein. C'est pas moi qui le dis. Donc d'ailleurs, si vous voyez la citation ici, que je vais vous lire, donc le jeu vidéo est sans détour, sans tréfonds, sans mystère. Il s'évertue pour nous combler et nous procure toujours une pénible sensation d'inassouvissement. Par nature, il est mouvement, mais il nous laisse immobiles, appesantis et comme paralytiques. Ce n'est pas un art, ce n'est pas de l'art. Bon, on ne va pas se mentir, hein, cette citation date un peu. D'ailleurs, c'est le cas de le dire, hein, vous voyez la date, 1930. Et les plus attentifs d'entre vous me diraient « Mais 1930, le jeu vidéo n'existait pas. » Et vous auriez raison de me dire ça. Eh bien, tout simplement que cette citation, elle provient à la base d'un écrit qui est fait sur le cinéma. En fait, il faut remplacer toutes les occurrences de jeux vidéo par cinéma, et vous avez la citation originelle. Alors, c'est très intéressant parce que ça prouve une chose, ça prouve que quand le cinéma a été inventé, on le considérait exactement de la même manière que l'on a tendance à considérer le jeu vidéo aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, quelque chose de futile, de léger. Et moi, mon but, ce serait de vous montrer que, tout comme le cinéma aujourd'hui qu'on étudie avec sérieux, on peut étudier le jeu vidéo, qui est une chose légère, avec aussi du sérieux. Et c'est pour ça que ma conférence s'appelle « Du jeu vidéo au vidéo-jeu » ou « Comment le joueur dynamise la musique à l'image ». Bon, alors je m'excuse pour ce titre complètement abstrait. Si je vous avais mis un titre plus clair, ça aurait été le suivant. De quelle manière est-il possible d'opérer un ensemble de corrélations vidéoludiques qui rendrait compte de l'architecturation spécifique dans la virtualisation sonore d'une image interactive à l'adaptation convexe dont les phénomènes touchent syncrétiquement à l'expérientialité de quelqu'un qui est assis sur un fauteuil rouge, par exemple. Mais si je vous avais dit ça, vous auriez tout compris et j'aurais pas besoin de parler pendant 13 minutes. Donc, disons que vous n'avez rien vu. Alors, moi, mon but, c'est effectivement de vous montrer les liens qu'il est possible de trouver entre l'image dans un jeu vidéo, le son, la musique dans un jeu vidéo. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça vidéo-jeu. C'est parce que contrairement au cinéma, dans un jeu vidéo, il y a un troisième facteur qui est très important, c'est le joueur. Le joueur fait partie intégrante du rapport entre la musique et l'image au sein d'un jeu vidéo. Bon, moi, à la base, je suis musicologue. Et du coup, j'ai un peu l'habitude, dans les conférences que je peux faire, d'interpréter, de jouer de la musique. Donc en fait, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous interpréter un jeu vidéo. On n'entend pas souvent cette phrase. Et donc, de vous interpréter ce jeu, vous avez peut-être reconnu, qui est Mario Bros. Et donc, je vais en profiter pour vous décrire de manière interactive ce qui s'y passe. Donc, déjà, au départ, si je vous mets ce jeu, vous entendez, si tout va bien, une musique. Méditatif. Cette musique, on ne peut pas agir dessus. C'est un peu comme dans un film. Dans un film, quand vous regardez un film, vous subissez une sorte de fatalité audiovisuelle où vous ne pouvez pas modifier ce qui s'y passe. À moins d'éteindre la télé, en fait, vous n'avez aucun contrôle sur la musique ni sur l'image. Dans un jeu vidéo, vous avez le contrôle sur l'image, parce que c'est moi qui décide de me déplacer, mais vous n'avez pas de contrôle sur cette musique-là. C'est une musique qu'on appelle non dynamique. On ne peut pas interagir avec. Mais dans un jeu vidéo, il y a d'autres types de sons et il y a tout un autre ensemble de sons, et notamment les sons qu'on appelle des sons interactifs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un son interactif ? Eh bien c'est un son en fait que le joueur va directement produire par interaction dans le jeu. Si je décide par exemple de sauter, vous allez entendre un son, évidemment le son du saut. Si je décide de sauter autrement, vous allez entendre un autre son. C'est le joueur qui décide du moment où il va pouvoir faire entendre ces sons-là. Donc, en fait, l'idée, c'est il y a tout un ensemble de sons qu'on peut faire. Voilà. Donc, on peut vraiment interagir avec ces sons-là. Et si vous avez déjà regardé du cinéma d'animation, c'est un terme très connu qu'on appelle le Mickey Mousing. Alors, qu'est-ce que c'est que le Mickey Mousing ? C'est quand vous avez, dans un dessin animé, par exemple, un son qui est fait au même moment où l'image se passe. Vous avez peut-être tous vu des dessins animés où les méchants ou les gentils tombaient d'un trou et vous avez l'espèce de... etc., qui suit le mouvement quand le personnage tombe. Et c'est du Mickey Mousing. Alors le mot savant, c'est un gros mot, hein, on appelle ça une syncrèse. Alors qu'est-ce que c'est qu'une syncrèse ? Eh bien une syncrèse, c'est tout simplement où vous avez deux mots dedans, vous avez synthèse et synchrone. Synthèse, pourquoi ? Parce que vous avez l'image et le son
qui sont synthétisés et qui deviennent une sorte d'image-son, un seul et même élément. Et synchrone, pourquoi? Tout simplement parce qu'on l'entend en même temps, au même moment. Mais dans un jeu vidéo, il y a plus que ça. Parce qu'il n'y a pas que Louis et la vue qui rentrent en compte, il y a aussi le toucher. Et donc c'est pour ça qu'on peut parler véritablement d'une synesthésie. Alors c'est un autre gros mot, mais synesthésie, c'est cette idée que les sens peuvent vraiment se confondre et dialoguer entre eux. Si bien qu'en fait, quand vous allez entendre un son de saut, vous allez le voir, mais vous allez le voir parce que je décide, ou si vous-même qui jouez, vous décidez d'appuyer à ce moment-là avec votre toucher. Ce qui fait qu'en fait, suivant les combinaisons que je vais faire avec le toucher, vous allez finalement entendre et voir des sons et des images. D'où cet aspect synesthésique. Donc ça, c'est la première catégorie de gros sons qu'on peut trouver dans un jeu vidéo, des sons donc, qui sont dynamiques, contrairement au cinéma. Mais vous avez un autre type de son qu'on appelle le son adaptatif. Alors qu'est-ce que c'est qu'un son adaptatif? Eh bien, je vous propose d'encore écouter cette musique merveilleuse. Ça va? Et maintenant, si je décide de sauter, de piquer une tête, comme on... Non, on dit plus ça, mais bon, c'est pas grave. Si je décide de sauter, vous entendez un son qui est différent, mais pas vraiment tout à fait non plus. Alors, en fait, c'est un son adaptatif. Il s'est adapté, en fait, la musique a changé parce que le joueur a décidé de changer d'environnement. Donc, elle s'adapte en fonction de ce que le joueur va faire et de la manière dont il va évoluer dans son environnement. Si je décide de remonter, avant de me noyer, bien sûr, vous réentendez le son normalement. Donc il y a une vraie transformation du son. Alors ça, en fait, c'est une approche, donc une musique adaptative, qui est une approche qu'on appelle verticale. Alors qu'est-ce que c'est? Vous avez un schéma ici. C'est cette idée qu'en fait, mettons que vous avez votre musique de base, qui serait en rose ici, et en fait, quand vous décidez de changer d'environnement, vous avez une autre strate qui va s'empiler par-dessus. Et si jamais il y a un troisième type d'environnement, vous avez une autre musique qui peut encore s'empiler par-dessus. Et ça s'appelle approche verticale parce que tout simplement, on a différentes strates qui vont s'empiler de manière verticale en fonction des actions et de l'avancée du joueur. D'où l'idée de musique adaptative, elle s'adapte en fonction de ça. Donc ça, c'est le premier type de musique adaptative, mais il y en a un second. Et pour que je vous montre le second, il faut aller dans un autre monde. Alors allons dans un autre monde. C'est Lénion qui dit ça, je crois. Si je décide, mettons, de prendre un petit raccourci, vous allez voir qu'il y a un autre type d'approche, donc qui est toujours de la musique adaptative, mais qu'on appelle une approche horizontale. Alors, vous allez comprendre. Donc je décide de changer de monde, j'arrive ici, et la surprise, il n'y a pas trop de musique. Éventuellement, il y a quelques sons, une ambiance sonore, un sound design, comme on dit. Et si je décide, vous avez un village ici au loin, si je décide de m'approcher de ce village, donc pour ça, il faut que je saute. Ne faites pas ça chez vous. Voilà. Donc, mettons que je m'approche. Une musique s'est lancée. Et cette musique, elle ne vient pas de n'importe où. Elle vient de ce village. Si je vous montre exactement d'où elle vient, elle vient de cette espèce d'autoradio. Aïe. De cette espèce d'autoradio. Évidemment, plus je me suis approché de l'autoradio, et plus vous entendez le son fort. On appelle ça une spatialisation ou une architecturation. Une architecturation de texture. Architecturation. Vous avez l'image? Bien. Alors, si je décide de m'approcher, de m'éloigner, pardon, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Le son va s'éloigner. Logique. Jusqu'à un moment où on ne va plus l'entendre du tout. Voilà. Et en fait, c'est toujours une musique adaptative, mais c'est une approche qu'on appelle une approche horizontale. Vous avez encore un autre schéma ici, qui est exactement l'inverse de l'approche verticale. C'est l'idée que, en fait, voilà, vous avez pas non plus des superpositions de strates, mais des successions de blocs. Et quand vous allez d'une zone à l'autre, vous passez d'un bloc à l'autre. En l'occurrence, quand vous étiez dans le désert, il n'y avait pas grand-chose, il y avait une petite ambiance sonore. Dès que vous vous approchez du village, vous allez sauter en fait de bloc en bloc, et quand vous partez, vous revenez sur le bloc d'avant, ou vous allez sur un autre bloc d'après. Donc encore une fois, la musique va s'adapter de manière, cette fois-ci, horizontale. Et donc vous avez compris que si je reviens au jeu et que je m'éloigne encore plus de cette zone, il n'y a plus rien. Et en fait, la zone qui est à peu près ici, qui active la musique, on appelle ça une zone d'activation, en anglais un trigger. Un trigger, quoi. À peu près, voilà, la zone, à peu près par là, vous voyez.
comme ça. Et évidemment, si je choisis d'aller dans une autre zone, là-bas, encore musique adaptative, toujours de manière horizontale, une autre musique se lance pour symboliser l'arrivée dans la zone. Alors, je vais un peu avancer dans cette zone-là, et donc vous allez entendre à la fois donc, cette musique adaptative avec tout l'ensemble des sons interactifs que le personnage décide de faire. Et donc vous avez une sorte de gros paysage sonore. Donc je vous emmène un petit peu plus loin. Là, c'est le moment où je suis censé ne pas faire d'erreur. Vous allez me juger. Voilà, c'était prévu, bien sûr. Voilà. Bon, j'arrive ici. Et vous avez une autre zone, une zone qui est un petit peu particulière. Ici, vous la voyez. Vous avez une sorte de passage en 2 dimensions. Et là, écoutez bien la musique. Et écoutez ce qui se passe quand je rentre dans ce passage-là. Encore une fois, elle s'adapte. Et elle ne s'adapte pas pour rien. En fait, l'idée, c'est que nous sommes dans un univers 2D qui est un peu l'univers des premiers types de jeux vidéo. Évidemment, la musique qu'on entend, c'est une musique à la manière des premiers types de jeux vidéo, une sorte de musique compressée. Donc cette musique adaptative, elle a une raison d'être diégétique, c'est-à-dire dans l'histoire. Elle renseigne le joueur sur son environnement. Donc voilà, en gros, ce que je peux vous dire sur les différents types de sons et leur rapport avec les images, comment est-ce que la musique va s'adapter. Et finalement, tout ce que je vous ai dit, tous ces rapports-là, on pourrait le résumer en un seul et même mot, qui serait l'idée de son génératif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un son génératif? Eh bien, tout simplement que là, depuis tout à l'heure, je joue, et finalement, toutes les actions que j'ai faites, les chemins que j'ai empruntés, les ennemis que j'ai affrontés, ce sont des choses qui ont été donc le fruit de mes choix. Et finalement, si on devait résumer le rapport musique et image dans un jeu vidéo, on pourrait la résumer avec cette illustration-là. L'idée, c'est que finalement, chaque ennemi que j'ai rencontré, chaque obstacle que j'ai traversé, chaque personnage que j'ai rencontré, eh bien, a un potentiel sonore. Chaque bloc de texture va avoir un son qui lui est spécifique. Et finalement, l'ensemble de l'itinéraire que le joueur va emprunter va faire qu'on ne va entendre jamais la même chose suivant le joueur qui va interpréter du coup, le jeu vidéo. Et alors pour ça, il y a une très belle citation d'une sound designer américaine qui s'appelle Karen Collins et qui nous dit en fait, en gros, moi quand je compose un jeu vidéo, j'imagine que c'est comme si je composais pour quelqu'un qui allait dans un métro. Alors pourquoi? Parce que quand vous allez, si vous prenez le métro, vous savez bien que vous pouvez choisir le wagon dans lequel vous allez rentrer. Vous allez choisir la station à laquelle vous allez vous arrêter. Vous allez peut-être faire une correspondance, ou peut-être pas. Et finalement, tout l'itinéraire que vous allez choisir va être différent en fonction de la personne que vous êtes. Et en gros, elle dit que composer de la musique de jeux vidéo, c'est un peu comme un métro, dans le sens où, en fait, il faut prévoir chaque itinéraire possible. Et il n'y a pas une seule et bonne musique dans un jeu vidéo. Toutes les configurations sonores sont justes et sont possibles. Donc il faut tout prévoir. Donc si vous-même d'aventure ce soir vous allez prendre le métro ou même le train ou le cheval ou quelque chose qui roule, enfin le cheval ne roule pas d'ailleurs, mais en tout cas dites-vous que vous aussi, c'est un petit peu comme si vous jouiez à un jeu vidéo et l'ensemble des actions que vous allez faire ce soir et demain et toute votre vie, eh bien vous allez entendre des sons qui résultent des actions que vous allez faire, des chemins et des itinéraires que vous allez emprunter. Et donc finalement vous êtes un peu les compositeurs de votre propre vie, et vous créez finalement vous-même votre propre paysage sonore. Voilà, merci beaucoup.